Vous nous suivez de partout, bienvenue dans cette grande émission. Merci pour la fidélité, merci pour cette confiance que vous nous conviez. Sur ce plateau, je reçois quelques cadres de ces pays. Ils nous reviennent des différentes formations politiques. Nous allons essayer de discuter avec eux sur l'actualité du pays. L'actualité du pays est dominée la sortie du gouvernement, mais aussi la guerre à l'Est, qui, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore une solution durable. Donc, on doit en parler ce matin avec mes invités de marque qui sont d'ailleurs avec moi sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'opportunité m'accorder d'être ici présent parmi les grands camarades présents. François Badi, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je salue d'abord tous les co-débatteurs avec qui nous partageons ce plateau. Je profite aussi de votre plateau pour saluer tous ceux qui nous suivent à la maison. Je rappelle que je m'appelle Ndjadi Magnan François, pas Djadi. Merci. Première question. La sortie du gouvernement est-elle une solution pour les problèmes que la RDC a jusqu'à maintenant? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous pensons que la sortie de ces gouvernements, c'est une solution par rapport à ce que la population est en train d'attendre. Mais elle sera une solution effective lorsque les nommés, ceux qui sont nommés ministres et délégués, vice-ministres, vont se mettre à travailler pour l'intérêt de la population. C'est là que ce gouvernement pourrait être une solution. Mais si ils vont venir consolider les acquis de la médiocrité, je crois que ce gouvernement ne sera pas une solution. Donc, c'est là que nous appelons ces gens, ceux qui sont nommés, de travailler pour l'intérêt général de la population pour que ces gouvernements soumis soient une solution concrète aux attentes de la population. Parce qu'aujourd'hui, M. Honoré, la population a besoin de vivre. Pourquoi? Parce que la vie sociale pose un problème sérieux. Vous avez un problème d'eau, vous avez un problème d'électricité, le problème des transports, n'en parlons pas. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, tout le monde, chaque chauffeur a son prix de transport en commun. Donc, ça dépend de l'humeur du chauffeur ou du receveur pour fixer le prix. Vous avez ce problème par rapport à l'électricité. Il y a beaucoup de quartiers, beaucoup de nos communes sont dans l'obscurité. Et donc, nous avons besoin que ces gouvernements soient une solution aux attentes de la population en apportant des solutions réelles. Vous avez un problème d'eau, monsieur Honoré. Moi, j'habite la commune de Lancelé. Ok, merci beaucoup. Je vous disais par rapport à l'eau, parce que la population a besoin d'eau potable. Et qui doit servir cette population? C'est l'État, à travers les ministères sectoriels. Mais vous avez des coins dans ces pays, dans cette ville de Kinshasa, parlons-en, qui n'ont pas d'eau potable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bantou Titala Clovis est avec nous sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, cher Honoré. Merci beaucoup de l'opportunité. Et je salue aussi tout le leader avec moi dans ces studios. Je suis très bien, merci. Nous passons à la première question. La sortie du gouvernement face aux réalités actuelles, est-ce que c'était pas vers les changements? Bon, déjà, vous savez, on n'aura pas à conclure d'un coup, parce que c'est déjà un nouveau gouvernement. On n'a pas encore vu la réalité sur le terrain, mais déjà, à ce que l'on voit, on trouve déjà que le gouvernement renferme les mêmes images, les mêmes figures qu'on a vues dans le gouvernement Soumina 1, qui sont encore aujourd'hui dans le gouvernement Soumina 2. Et il s'est fait que parmi les personnes qui ont été recyclées, on trouve qu'il y a des personnes, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas de vision, mais il y a eu des personnes dans le gouvernement Soumina 1 qui n'ont pas eu de vision claire.
dont jusqu'à présent on ne sait pas si réellement ils vont pas répéter les mêmes erreurs du passé, soit s'ils vont carrément placer les intérêts de la population avant d'abord les intérêts communs, soit les intérêts de nos cadres politiques. Et si c'est fait que chacun dans son ministère mettait d'abord en avance l'intérêt de la population commune, on va trouver que les gouvernements peuvent marcher. Là, on va trouver que c'est un changement exact qu'on peut imaginer. Mais au cas contraire, ça sera qu'une illusion d'un changement. Merci beaucoup, David Momoya. Bonjour, je vous avais déjà salué. Première question, vous avez suivi les interventions des deux camarades. Quelle est votre réaction? Pour moi, ces nouveaux gouvernements sous Ouadé n'ont pas trop d'importance. Pourquoi? Et que c'est un non-événement d'abord, parce que ce sont les mêmes personnes. Oui, c'est un non-événement, parce que ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Vous pouvez me citer, il y a combien de nouveaux dans ces nouveaux gouvernements que vous êtes en train de dire nouveaux gouvernements? Quand on laisse une personne à la défense, une personne qui n'arrive pas, une personne qui a perdu 2 provinces de notre cher beau pays, et vous le remettez encore dans le même gouvernement, il n'y a rien à espérer dans ce gouvernement. Nous sommes dans un pays dont le clientélisme abat trop notre confiance et la confiance du président actuel. C'est un peu ça que je peux dire en aimant. Merci beaucoup. Willy Sédé est habitué d'ailleurs de cette émission. Bonjour. Bonjour, cher Honoré. Bonjour, mes co-débatteurs. Je profite aussi de cette occasion pour saluer mes très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce lieu. Merci beaucoup pour cette opportunité. Gouvernement d'unité nationale, quelle est votre opinion? Merci. D'ailleurs, c'est une question trop pertinente qui mérite vraiment d'éclaircissement parce que il y a certaines personnes qui n'arrivent pas normalement à comprendre ce que le chef de l'État voulu faire ou voulu composer en tant qu'un nouveau gouvernement qu'on appelle le gouvernement de l'Union nationale. En fait, d'abord, vous devrez comprendre une chose. Il y a d'abord une question qui se pose si ce nouveau gouvernement, c'est un pas vers les changements ou c'est l'anarchie seulement. Alors, vous devrez comprendre sur ce plateau si aujourd'hui, le chef de l'État a pu penser à faire sortir un nouveau gouvernement qui s'appelle l'Union nationale, le gouvernement de l'Union nationale. C'est parce qu'il a lui-même fait les analyses par rapport au premier gouvernement, celui-là 1, qui, les gens dont le chef de l'État avait confié des missions, ils n'ont pas pu travailler correctement. On remarque que c'est toujours les mêmes personnes qui sont arrivées. Certainement, vous remarquerez qu'il y a le même tête qu'on a reconduit encore dans ce nouveau gouvernement. Parce que, d'abord, la situation sécuritaire que les gens se plaignent à tout moment sur notre ville, ce n'est pas une simple situation qu'on peut résoudre dans moins d'une semaine ou dans moins d'un seul mandat. Vous comprendrez que c'est une situation qui doit prendre beaucoup de stratégies, une situation qui doit prendre beaucoup d'analyses pour enfin résoudre la situation et retrouver la paix durable sur l'étendue de nos territoires qui sont normalement occupés par les rebelles ainsi que d'autres mouvements qui soutiennent les rebelles. Alors, ce nouveau gouvernement, personnellement, on ne peut pas normalement dire, parce que quelqu'un n'a pas encore commencé le travail. Donc, il faudrait qu'on puisse attendre les personnes qu'on a déjà nommées et d'autres personnes qu'on a reconduites dans ce nouveau gouvernement. Les personnes qu'on a déjà vues. Pardon? On a déjà vu qu'on a, ils étaient au pouvoir, on va encore les donner le temps. Oui, non, donner le temps, parce que d'abord, vous devez comprendre que notre pays fait face à des crises. Il y a d'abord la crise sécuritaire, il y a la crise sociale. Alors, vous devriez normalement me comprendre par rapport à mon intervention. Je vous ai très bien dit que la situation sécuritaire, ce n'est pas une simple situation qu'on peut résoudre dans moins de 10 jours ou bien dans moins de quelques mois. C'est une affaire qui doit prendre normalement le temps, qui doit prendre, les gouvernants doivent prendre normalement le temps d'analyser et le temps de se structurer avec beaucoup de positions et aussi
pour qu'on puisse résoudre cette situation. Vous verrez que aujourd'hui, l'est de notre pays, comme Goma ainsi que Bukavu, est occupé par les rebelles. Les rebelles ne seront pas évacués si on part avec des brutalités, si on part avec des sentiments. Donc, c'est une question du temps, c'est une question de stratégie. Alors, les Congolais, normalement, nous devrions être patients. Parce qu'on ne peut pas commencer à se plaindre de ce nouveau gouvernement au moment où les gens ne sont pas encore au travail. Il faudrait qu'on puisse attendre leur point de départ, parce que dernièrement, ils ont fini, il y a ceux-là qui ont fait des rotations, ils ont fait des remises et reprises. Alors, il faudrait qu'on patiente. Soyons patients, j'espère que le chef de l'État est au courant de tout ce que le peuple congolais traverse. J'espère que sincèrement qu'il y aura un changement positif par rapport à la crise que nous subissons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'ami nous demande à la patience, est-ce qu'il faut nous patienter? Dans un pays normal, est-ce que, quand on dirige, on doit patienter vraiment pendant 2 ans pour résoudre un problème sécuritaire? C'est anormal. On doit vous donner 10 ans, 20 ans, 30 ans pour régler ces problèmes. Non, tu sais, vous devez savoir que l'actuelle majorité a défailli avec son pouvoir. Pourquoi je le dis? Parce que vous êtes en train de dire que nous allons dialoguer. Nous allons dialoguer avec leurs chefs. Mais vous êtes là, jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. À Goma et à Bukavu, il y a les rebelles, les M23 sont toujours là. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Que dire de la population qui sont à Goma et à Bukavu? Merci. Non. Il faut respecter la police. Est-ce qu'il faudrait aussi patienter, cher Clovis? Bon, déjà, c'est pas question de patienter. Il faut comprendre que le président de la République et même, je pense que les ministères de la Défense est en plein travail et au Fort Moulin afin de régler ces problèmes-là. Parce que je ne pense pas que le président de la République est chez lui où il dort paisiblement sans toutefois s'inquiéter pour cette situation-là. Donc, ce fait que du jour au jour, il est en train de voir, nous-mêmes on a bien constaté, pendant un grand moment, le président de la République a vraiment ces problèmes à cœur. Ça les tient à cœur. Carrément, je ne veux pas dire qu'il faut patienter. Non, je ne veux pas dire qu'il faut patienter. Parce que déjà, la lutte est déjà sur la marche. On est en train de lutter comment évacuer ces rebelles sur notre territoire. Donc c'est un problème tout simplement je peux dire, de temps, mais non de patience. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faudrait patienter? Merci beaucoup. Je crois que notre ami de PPRD doit avoir des... Il y a un ami de PPRD. Notre ami de l'opposition. De l'opposition. Doit avoir de la patience. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il s'agit là d'une question sécuritaire, d'une question de la défense de notre patrie. Donc, c'est une question commune à nous tous. Et donc, vous devez comprendre que le chef de l'État a la volonté de sauver d'abord les vies humaines. Parce qu'aujourd'hui, lancer les hostilités dans les zones occupées par ces rebelles, qui ne jouent que sur les sangs des Congolais, se vouloir perdre toute cette population-là. Voilà pourquoi le chef de l'État est en train d'utiliser des stratégies nécessaires pour que ces rebelles quittent les zones occupées, pour qu'il n'y ait pas de perte en vies humaines. Bien sûr, vous avez vu lorsque ils ont occupé Goma et Bukavu, vous avez vu qu'il y a eu des pertes de vies humaines. Et si on laissait maintenant des hostilités, c'est-à-dire que ce ne sont pas les bergers seulement qui vont subir, mais la population civile va subir aussi les hostilités. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec la venue du vice-ministre délégué à la Défense, le patriote Eliezer Tambwe, nous pensons qu'il va changer la donne, et avec la force de nos vaillants militaires, des forces armées, nous croyons que ces zones occupées seront libérées. Donc il s'agit là d'une question d'intérêt général, d'une question d'intérêt national qui relève de notre souveraineté, et donc nous ne devons pas venir dans un plateau de télévision faire de théâtre lorsqu'il s'agit d'une question sécuritaire. Ce sont des questions, excusez-moi messieurs les journalistes, ce sont des questions qui relèvent du pouvoir régalien de l'État. Donc, ça touche à la souveraineté d'un État. Lorsqu'un État est attaqué, est agressé, et donc, vous devez voir
comment traiter de telles questions. On ne traite pas avec trop de légèreté parce qu'il s'agit là de vies humaines qui vont de la population civile qui va subir les hostilités des belligérants, des rebelles de M23 et des AFC soutenus par l'armée rwandaise et les puissances étrangères. Parce que, il faut le dire, que ces armées-là sont soutenues aussi par des multinationales qui ne jouent que sur la vie des Congolais. David, la situation sécuritaire dans votre pays, quelle est votre perception? Bon, ce qu'il faut comprendre dans la situation sécuritaire, c'est très complexe. Très complexe parce que jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas de solution durable pour cette situation. Comment je l'ai dit? Parce que tantôt ils sont à Doha, tantôt ils sont aux États-Unis. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, on ne sait pas l'état des négociations. Alors que, par ce moment, nos populations, nos parents, nos grands-parents sont en train de souffrir à Goma et à Bukavu. Vous devez comprendre que la res publica, ce n'est pas quelque chose à gérer facilement comme ça avec légèreté. C'est quelque chose à prendre conscience. Pour constater, il y a une légèreté. Il y a une légèreté, carrément. Dès lors que le mouvement AFC M23 a pris le contrôle de Bunagana, nous savons tous, il y a certains cadres de la majorité ont dit au président d'aller parler avec ces mouvements calmement. Mais il a attendu que les choses s'aggravent pour qu'il commence maintenant à négocier. Alors que la population souffre. Les peuples RDCiens souffrent. À Bukavu, à Goma, à Massissi, à Rutshuru. Vous devez comprendre qu'il y a légèreté au niveau du sommet de l'État et que certains prennent des décisions sous, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire n'importe quoi ici au plateau, mais certains prennent des décisions sous leur clientélisme. Pourquoi je l'ai dit? Parce que certains sont nommés au gouvernement. Vous devez savoir, c'est partage du gâteau. Comment on peut partager un gouvernement comme un gâteau? C'est pas me dire il y a combien de membres de l'opposition dans ce gouvernement. C'est pas me dire il y a combien de membres de la société civile dans ce gouvernement. Vous voyez, vous devez comprendre que ce sont toujours les mêmes caciques de l'ancien temps, de Joseph Kabila. Ils sont en train toujours de revenir. Quand vous voyez une personne qui est dans le gouvernement depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il est toujours ministre. Donc il n'y a pas jamais autre personne qui peut devenir ministre à sa place. Il n'y a pas la spécialité dans la nomination de nos gouvernements. Il n'y a pas. Cher David, vous êtes opposant de quel parti? Moi, je suis indépendant. Vous avez suivi, Willy Sélé, vous avez suivi l'intervention de David. Un petit commentaire dans 2 minutes. Merci, merci beaucoup, cher Honoré. Merci encore, cher David, pour votre intervention. Mais excusez-moi, vous devrez un peu être précis dans tes propos. Tu as dit d'ailleurs ici que le gouvernement est instable parce qu'on le voit de l'autre côté à Doha et aux États-Unis. Vous devrez comprendre une chose. À Doha, pourquoi ils sont là? Ils sont là pour l'accord de principe. Tandis qu'aux États-Unis, c'est pour l'accord de paix. Il ne faudrait pas seulement lire les histoires sur les réseaux sociaux et vous venez ça pour exposer sur les plateaux. Non. Ayez donc la précision et ayons l'assurance des histoires ou des propos que nous disons sur les plateaux. Aujourd'hui, d'ailleurs, à l'époque de Kabila, est-ce qu'un journaliste pouvait peut-être venir sur les plateaux, dire de n'importe quoi par rapport au gouvernement? Non. Pourquoi? Ils avaient peur à ces temps-là. Et d'ailleurs, nous étions des l'UDPS. C'est le moment là où Kabila primait ici au Congo. C'est seulement une petite réunion que vous pouvez convoquer dans le quartier et vous êtes assassiné. À tout moment, vous êtes cherché partout pour dire que vous êtes les opposants. Et aujourd'hui, avec notre cher président de la République, il est choisi de Dieu, il est l'élu de Dieu. Il vous a donné l'opportunité. Je vous dis, parce que si le chef de l'État n'était pas élu de Dieu, à ce moment-ci, on ne pouvait pas parler de lui. Parce que c'est d'abord déplorable de voir un ex-chef de l'État devenir rebelle d'un pouvoir actuel. Mais c'est déplorable. Au moment où ce pays l'a servi en tout et pour tout, il a dirigé ce pays pendant 18 ans. À ce moment-là,
personne n'avait la liberté d'expression. On est sur les plateaux, tu critiques les gouvernements, tu sors seulement comme ça, on t'arrête. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de dire tout ce que vous pouvez vouloir dire. C'est grâce au chef de l'État. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a plusieurs routes construites sous Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, à Kinshasa, dans le coin de l'Antélé, de Mongafula, partout là où il n'y avait pas de courant, où il n'y avait pas de l'eau potable. Aujourd'hui, la population se réjouit de ce gouvernement. Je vous dis, la population se réjouit de ce gouvernement. Mais l'embouteillage, c'est quoi d'abord? Et l'embouteillage, ce n'est pas un problème du gouvernement. L'embouteillage, d'abord, c'est un problème de peuple. Nous, peuple congolais, on est toujours pressé. Même quand il s'agit de rentrer à la maison, tu es toujours pressé. Et tu dois mettre de l'ordre. Est-ce qu'on peut mettre de l'ordre lorsque d'abord vous-même, votre maturité n'est pas au moins assise? Et tu vois les policiers, les roulages partout là, ils mettent de l'ordre. Mais tu remarqueras toujours que avec cette mentalité de chauffeurs congolais qui nous conduisent en train de boire de la boisson et les Indiens fabriquent. Pourquoi ils sont appelés dirigeants? Ils sont appelés dirigeants parce que ce sont eux qui nous dirigent, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit ceci, la situation de l'embouteillage, et l'embouteillage n'est pas partout. Et ce n'est pas à tout moment qu'on peut remarquer les embouteillages. Ah bon, oui, c'est quand il y a du désordre et c'est quand il y a d'abord manque de codes de route dans les têtes des chauffeurs. Et c'est à ce moment qu'il y a des embouteillages. Et aussi vous comprendrez qu'il y a des routes qui sont en train d'être construites. Et on peut construire de l'autre côté, on bloque d'abord l'allée gauche ou on bloque l'allée droite. Et tu verras que tous les véhicules doivent prendre un seul allée, un seul côté, parce que de l'autre côté, on est en train de construire. Et à ce moment, vous verrez ceux qui sont opposants de ce pouvoir faire des vidéos, faire des photos pour nous balancer. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, il n'y avait pas d'embouteillage? Il y avait l'embouteillage, nous avons vécu des embouteillages ici. Nous avons vécu l'insécurité. Et d'abord, l'insécurité à l'est du pays, ce n'est pas seulement à l'époque de Tshisekedi. Et ce que nous subissons aujourd'hui, c'est Kabila qui est responsable de ça. Merci. C'est vous. Merci. Clovis, oui, si aujourd'hui on peut parler du gouvernement, qu'est-ce que les actions que le gouvernement peut prioriser en première position? En première position, je pense que le gouvernement doit d'abord mettre en place une justice juste et aussi assurer une gouvernance totale et aussi claire. Déjà, vous allez remarquer que du fait que c'est que notre gouvernement doit premièrement se baser sur les questions essentielles. Tous on sait qu'il est question de voir ce qui est important et ce qui n'est pas important et privilégier les choses. Moi je pense que le gouvernement à un moment doit beaucoup plus mettre l'accent sur aussi la formation de la jeunesse. L'accent sur la formation de la jeunesse, éduquer la jeunesse et aussi, non pas seulement l'éduquer, former la jeunesse, parce que déjà, à un moment, on constate qu'il y a de ces personnes qui pensent que la jeunesse congolaise est toujours non éveillée, aussi non consciente. Mais aussi en tant que nous, tous ici sur le plateau, on est jeunes. On est jeunes et je ne pense pas qu'ici parmi nous, il y a des gens qui sont inconscients. Tous nous sommes conscients, nous savons de quoi nous faisons face du jour au jour, face aux réalités du pays. Mais seulement, étant que nous sommes ici, on n'arrive pas à décider là où il y a des décisions nécessaires qui se prennent pour notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut à un moment, lorsqu'il y a un gouvernement qui sort tel que cher David, je ne sais pas, David venait de lui dire que ici, ce sont les mêmes personnes depuis 2012 jusqu'à présent qui sont au pouvoir, qui sont dans les gouvernements. Mais je pense qu'il y a des jeunes qui ont déjà accumulé de la matière. Il y a la présence des Grâce Coutinho qui est là. Mais non. Vous savez, il y a un problème dans notre pays. Ce n'est pas parce qu'un seul jeune, soit une seule jeune telle qu'elle est là, qu'elle va changer la donne. Non, quand même. Imaginez qu'aujourd'hui, Moutamba était là, étant un seul jeune, qui s'est retrouvé parmi plusieurs personnes qui ont eu à être plusieurs fois nommées ministres et qui ont eu à collaborer avec plusieurs personnes récentes dans le pouvoir de Kabila. Même Moutamba faisait partie, mais lorsque Moutamba a voulu changer la situation, ça n'a pas été facile. Quand même. Donc on ne va pas changer un système, on s'élève d'un coup comme ça, on change le système. Non. Moi je pense aussi qu'on doit veiller beaucoup plus sur la paix dans notre territoire national. C'est un problème très nécessaire où le gouvernement doit totalement engager toute son énergie. C'est très important. Parce que je ne pense pas que si aujourd'hui on peut
penser du développement, on peut penser de toutes autres choses, mais si on n'a pas la paix dans notre pays, rien ne va s'avancer. Aujourd'hui, l'Est du Congo, Rutshuru, Goma, partout là, on n'a pas la paix. Ce sont deux enfants du Congo, ce sont des Congolais qui subissent cela. Et moi qui suis sur ce plateau, et nous qui sommes sur ce plateau, on n'est pas différents d'eux. Mais il suffit tout simplement qu'on comprenne que les gouvernements, au lieu qu'ils puissent mettre beaucoup plus en accent dans le développement d'abord du Congolais, ils doivent beaucoup plus mettre l'énergie sur la paix dans notre territoire national. C'est très important. En dehors de ça, je pense qu'on doit penser aussi à l'économie, à notre économie. Il se fait que nous, au Congo, on aime beaucoup emporter au lieu de se baser sur notre entrepreneuriat local. Et beaucoup plus, quand on parle de l'entrepreneuriat local, on trouve que on se base pas sur notre entrepreneuriat local et du coup, on privilège plus ce qui vient d'ailleurs. Et pourtant, notre gouvernement peut faire à ce que notre entrepreneuriat local soit valorisé. C'est très important. Est-ce que, je prends un sujet un peu... vous êtes président d'une d'un mouvement de jeunes. D'un mouvement de jeunes. Oui. Est-ce que vous valorisez aussi l'entrepreneuriat? Très simple. Vous nous parler de ça. Moi, carrément, que je suis avec vous sur ce plateau, je suis en train d'acheminer avec une petite création d'une entreprise sur la fabrication de détergents. Flash Clean, qui est bientôt, je pense peut-être qu'une fois de plus, si je serai sur ce plateau, je pourrais vous présenter ces produits-là. C'est un produit que je suis en train de travailler. Vous avez 2 minutes. Présentez-nous votre structure avant de... Effectivement. La structure Impact, en fait, je suis président d'une structure Impact qui est ne fût-ce que pour la province de Kassai orientale. Et je suis aussi président je suis coordonnateur d'une ASBEL, Innovation. C'est une ASBEL internationale qui est là pour la lutte d'une nouvelle classe de jeunes conscients pour notre pays et aussi valoriser la culture congolaise. Entre-temps, ma structure que j'ai au Kassai oriental, c'est une structure qui se nomme Impact. C'est une structure qui est là pour bâtir et former une jeunesse capable de transformer notre société. Mais pour l'instant, nous sommes qu'au Kassai oriental, mais je pense avec le temps, si j'ai encore beaucoup de temps, je pense que je vais implanter la structure ici à Kinshasa, et rentrer chez moi au Kassai oriental où je réside, où je mène mes actions. Et je pense que si plusieurs peuvent nous suivre, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur X, nous sommes partout. Merci beaucoup. Je prends François. Le gouvernement est déjà là. Quelles sont les actions qui doivent être priorisées? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois que, avant de répondre à votre question, je voulais juste répondre à l'ami sans problème d'Afas qui a dit que le problème des embouteillages, c'est le problème du peuple. Non. Le problème des embouteillages, ce problème est à la responsabilité de tous. D'abord, on commence d'abord par les dirigeants. Parce que ce n'est pas le peuple qui dirige, c'est les dirigeants, nos autorités qui dirigent les peuples. Et donc, c'est à eux de conduire ces peuples-là. Et ce n'est pas le peuple qui conduit le gouvernement ou les autorités, non. Lorsque les éléments de la garde républicaine se mettent sur la voie publique, je crois que ces jours-là, il n'y a pas d'embouteillage. Mais lorsqu'il y a la police de circulation routière, que nous appelons PCR, se met là-bas, il y a toujours des embouteillages. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de demander de 1000 francs, de 2000 francs. Et voilà, c'est ce qui est à la base des embouteillages. Il y a aussi le problème des manques de routes. Parce qu'aujourd'hui, une ville comme Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ne peut pas avoir une seule route principale, non? Parce qu'aujourd'hui, avec la démographie, c'est-à-dire, il y a la surpopulation. Il y a des gens qui ont quitté les provinces pour venir ici. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, se pose un problème d'embouteillage. Parce que ces gens-là ne savent plus utiliser la même voie, une même route principale pour une grande ville comme Kinshasa. Et vous parlez que ça, c'est le problème du peuple. Ce n'est pas le problème du peuple. Il s'agit d'abord de problèmes des autorités avant que ces problèmes ne concernent le peuple, parce qu'il y a aussi le problème du comportement des chauffeurs. Parce qu'ils ont de l'incompréhension. Au lieu de laisser d'abord l'ami qui est prioritaire, lui il préfère d'abord caler la route et c'est ce qui conduit maintenant aux embouteillages.
Je reviens maintenant, messieurs les journalistes, par rapport à votre question de savoir quelles sont les actions que le gouvernement doit prioriser. Moi, je pense que notre gouvernement doit prioriser plutôt certaines actions, entre autres, la paix. 2, parce que la vie sociale. Parce que si aujourd'hui, même si la vie sociale est devenue bonne, mais s'il n'y a pas la paix, je ne crois pas que la population sera heureuse de vivre dans ces conditions. Donc, le gouvernement doit d'abord prioriser la vie sociale, voir qu'est-ce qui ne marche pas dans le panier de la ménagère. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. Il y a l'augmentation de prix. On se demande à un certain moment, mais qui fixe les prix en RDC? Parce que moi, je me rappelle, lorsqu'on se posait la question, on nous posait la question de savoir qui fixe les prix. On répondait, c'est le ministère ayant l'économie dans ses attributions, et c'est ce ministère-là qui fixe les prix. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le ministère ayant l'économie dans ses attributions, c'est lui qui fixe les prix, ou bien c'est la personne qui a ses objets qui fixe les prix? Donc, on ne sait plus répondre à cette question. Qui fixe les prix en RDC? Je vous ai parlé tantôt du prix des transports en commun. Aujourd'hui, on a un sérieux problème. Le prix des transports change selon les humeurs des chauffeurs et des receveurs. Le prix de transport change selon qu'il s'agit du temps. Si c'est à 9h, vous avez un autre prix. À 10h, il y a un autre prix. À 14h, il y a un autre prix. Pourtant, Oli vient de rassurer qu'ici, il y a un bon déroulement déjà concernant les prix et aussi les embouteillages. On en parle même plus. Messieurs les journalistes, ça fait rire. Vous savez, ici au Congo, il y a encore une autre façon de taxer les prix, c'est-à-dire votre façon de s'habiller. Quand vous êtes habillé en veste, on vous taxe, vous avez un autre prix. Et s'il y a une maman là qui vient, on dit, maman, 2000 francs, surtout avec nos frères Wiwa. Merci, François Dadi. Chut encore. Chut alors. Oui, mais messieurs les journalistes, je disais, une autre façon de taxer les prix, c'est par rapport à l'habillement, au mode vestimentaire. Donc, si vous êtes bien habillé, on vous appelle d'abord honorable. On connaît que les honorables ont des millions et donc vous avez votre propre prix. Merci pour... ce n'est pas comme ça que merci. David il est opposant. Bien sûr, il faut assumer cela. Face au problème qui traverse le pays, l'opposition dont vous faites partie demande le dialogue inclusif. En quoi le dialogue serait une solution aux vrais problèmes de la République? Premièrement, le dialogue serait une solution. Pourquoi? Parce qu'il va aider de rassembler tout le monde. Tout le monde doit être sur la table. Qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité, qu'il soit de la société civile, les mamans, tout le monde doit se mettre quelque part pour parler. Parler des causes profondes. Avec les gens qui ont les Congolais. Là, la question n'est pas cela. La question est de régler les problèmes à l'amiable, en famille. Comment régler les problèmes en famille? Ce n'est pas dit que tout le monde ou tous ces rebelles qui sont à l'Est seront dispensés de leur forfait. Non, non. Il y a certains qui doivent répondre devant la justice. Mais il y a certains aussi qui ne doivent pas répondre. Mais ce qui serait bien, c'est de laver les mains et de se dire, de se mettre ensemble, le président actuel et l'ancien président, le président Martin Fayoulou, il y a le président Moïse Katumbi, de se mettre ensemble, de se parler, de se dire les vérités. Donc, pour résoudre nos problèmes sécuritaires, c'est aussi ça. Mais aussi, notre gouvernement, par rapport aux actions, il doit éviter des dépenses inutiles. J'ai évité de te poser cette question-là, je t'avais d'y aller. Il doit éviter les dépenses inutiles, d'aller donner 40 millions à Barcelone pour rien. Barcelone pour rien, Barça pour rien. Alors qu'il y a nos familles qui souffrent ici à Kinshasa. Mais aussi les gouverneurs de la province de Kinshasa. La ville est sale, très sale. À partir de Ndjili, à l'aéroport, vous venez,
vers le centre-ville, vous allez voir qu'il y a des odeurs là imaginables. Une personne qui vient à Kin pour la première fois va pas s'y porter à vivre. Vous devez savoir que les gouvernements doivent établir des plans sur ça. Et aussi, le gouvernement doit augmenter notre économie, augmenter les modèles pour que l'économie hausse un peu. Mais aussi, le gouvernement doit éviter à faire des dépenses inutiles, je répète encore, des dépenses inutiles sur des questions qui n'ont pas de sens, sur des questions qui n'ont pas d'intérêt de la République. Quel est l'intérêt de la République pour débourser 40 millions à Barcelone? Quel est l'intérêt? Quelle visibilité? Ils ont dit qu'ils vont former plus de 50 jeunes par an, des coachs. Il y aura aussi des centres de formation qui seront construits ici. Bon, il y a plusieurs avantages. Ce que vous devez savoir est que ces contrats, il y a un flou. Il y a un flou dedans. Parce que pourquoi il y a un flou? Parce que moi vraiment, je ne crois pas à ces contrats. Parce que le gouvernement a mal procédé. Il y a certaines choses que le gouvernement ne priorise pas. Donc, notre championnat d'abord n'a pas d'importance. Après, tu peux donner 40 millions à Barça. Et puis, tu dis que Barça va construire des stades ici, des centres de formation. Ce n'est pas normal. Quand même, le gouvernement actuel doit aussi rétablir la paix. Quand même, nous sommes citoyens de la RDC. Nous devons arranger nos problèmes à l'amiable. Le gouvernement doit faire un effort de prendre Bukavu, de rétablir la reste publique à Bukavu et à Goma. C'est tout. Merci beaucoup. Louis Sélé, l'opposition demande un dialogue inclusif. Voyez-vous le dialogue résoudre aussi les problèmes? Merci beaucoup, cher Honoré. L'opposition demande un dialogue, bien sûr, mais on se pose un peu une question. Est-ce qu'on peut se mettre autour d'une même table avec les gens remplis de l'insuffisance? C'est une question personnellement. Certainement. Il y a beaucoup d'insuffisance à nez. Les opposants qui nous obligent aujourd'hui des dialogues, de se mettre autour d'une même table, aujourd'hui, ils obligent les dialogues. Demain ou le lendemain, ce sont eux qui chantent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ce sont eux qui financent les petits communicateurs, les petits journalistes pour inciter les gouvernements en place. Et comment est-ce qu'on peut se mettre autour d'une même table? Il n'y a pas de journalistes. Oh là là. Si je parle de cela, si j'appelle... Elle est très seulement pour respecter les journalistes. Pour un respect pour les journalistes. Bon, merci alors, merci. Mais je me un peu de défendre par rapport à mes propos. Si je l'ai dit, parce que si un journaliste qui est responsable ne peut jamais être manipulé avec quelques billets pour inciter les autorités qui nous dirigent. Vous voyez un peu. Alors, un journaliste ingéré les journalistes. Ils sont là nombreux. Ils sont là nombreux, mon frère. Vous-même, vous le savez d'ailleurs. Parce que vous êtes journaliste et vous voulez défendre. Mais vous, je ne vous ai jamais vu dans ça. Et vous n'êtes pas un petit journaliste. Vous méritez quand même beaucoup de respect. Parce que vous êtes un journaliste qui fait la fierté. Vous n'êtes pas simple à manipuler. Vous voyez un peu. Alors, les dialogues, bien sûr, on peut se mettre autour d'une même table. Mais quelle est cette vision-là que l'opposition a pour résoudre la situation que la RDC traverse? Au moment où nous-mêmes, d'ailleurs, on a déjà le planning, on a déjà la fondation, et nous militons vers la fin pour mettre fin à tout ce qui se passe. Mais quelle est l'importance du dialogue? Parce que nous n'avons pas le temps à une distraction. Ce que l'opposition nous amène, c'est une distraction pour que demain, ils continuent encore dans leur même façon, dans leur même coutume d'insultes et d'autres choses. Et c'est ainsi, on n'a pas le temps pour ce dialogue. Personnellement, je conseillerais à ceux qui nous gouvernent de ne pas vraiment disponibiliser un temps pour un dialogue, parce que je ne vois pas aucune solution que le dialogue va nous apporter. La solution seulement pour mettre fin à la situation sécuritaire, c'est l'accord. Il y a d'abord l'accord de paix, l'accord de principe qu'on venait de signer à Doha ici aux États-Unis. Et avec les deux accords, j'espère qu'on va résoudre, et on a déjà résolu d'abord la situation sécuritaire. Merci beaucoup. Il reste seulement évacuer les rebelles. Président Maurice, voyez-vous les dialogues résoudre les problèmes? Bon, dans un camp, je vais dire le dialogue, c'est une très bonne chose, dans le sens où le dialogue serait beaucoup plus sincère, et aussi va beaucoup plus mettre l'accent sur
les questions de notre pays d'abord en avantage. Il s'est fait que dans notre pays, il y a un problème des hommes politiques. Au lieu que les hommes politiques valorisent plus les Congos, ils valorisent beaucoup plus leurs intérêts individuels. Et avec ça, si on organise un dialogue pour appeler les gens de l'opposition, de la majorité, pour se mettre ensemble, je pense que, pour moi, je pense que ça serait néfaste que de partager des postes. Parce que qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans l'opposition luttent contre les gens qui sont de la majorité, si ils savent bien que la majorité lutte pour la paix pour les Congos. Soit s'ils savent que la majorité ne fait que servir les Congos. Mais pourquoi lutter maintenant contre la majorité? Mais laissez le temps. Vous avez eu le temps de diriger ce pays. Et ce qui fait plus mal, c'est quand on voit l'ex-président de la République qui a eu à diriger la République pendant 18 ans. La République a eu à offrir tout. A eu à offrir tout à l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'ex-président quitte l'Afrique du Sud pour Goma et passer aux consultations. Et étant qui? Carrément, on comprend que ce n'est pas question de la République. C'est question d'intérêt individuel. Pour moi, tel que le frère William est venu le dire, je pense que ces dialogues-là ne vont jamais apporter des solutions. Il est question de passer au principe direct. Trouver des solutions, voir ce qui est fait avec le Doha, avec l'accord aux États-Unis. Si ça ne marche pas, là, on va recourir encore à d'autres pistes de solutions. Mais carrément, les dialogues, c'est perdre encore plus de temps. Merci. Les dialogues, c'est perdre du temps. Et c'est vrai. Merci beaucoup. Je voulais d'abord revenir un tout petit peu, puis je vais répondre à la question du dialogue. Merci beaucoup. Je crois qu'on ne gère pas dans les réseaux sociaux. Je voulais répondre à notre ami. Lorsque vous êtes appelé à gérer la chose publique, on ne gère pas dans les réseaux sociaux. Deuxième chose, il faut avoir du respect aux journalistes. Les journalistes et les médias constituent un quatrième pouvoir dans ces pays. Et donc, lorsque nous prenons la parole, nous devons avoir du respect avec ces professionnels de médias. Donc, c'est ce que je voulais dire. Par rapport au dialogue, je crois que la victoire du Congo, c'est la victoire commune. Ce n'est pas la victoire de Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est pas la victoire de Martin Fayulu, ce n'est pas la victoire de François Ndjadi, mais il s'agit d'une victoire commune. C'est-à-dire aujourd'hui, dans les dialogues, on voit d'abord des partis avec des agendas, mais maintenant, dans les dialogues, c'est-à-dire que chacune des parties sera appelée à respecter aussi les cahiers de charges de l'autre parti. Et donc, ce que nous appelons les dialogues, c'est bon, mais d'abord, nous appelons tous les Congolais à l'amour du Congo. C'est ce qui va constituer d'abord l'unité nationale. Lorsque les Congolais, nous allons nous aimer entre nous, ça va constituer d'abord un socle fondamental pour l'unité nationale. Vous avez aujourd'hui des gens qui militent pour que ce problème de la sécurité à l'Est échoue. Mais ce n'est pas l'échec du président de la République. C'est l'échec de la République démocratique du Congo. C'est l'échec de mon frère qui est en face de moi. Merci François. Nous sommes arrivés presque à la fin. Une question. Bon, tout le monde aura justement une minute. Et la question reste la même. Et vous pouvez tirer votre mot parce que nous sommes arrivés presque à la fin du mot. David, aujourd'hui, actuellement, la politique congolaise est dominée par quelle pratique? Vous avez une minute et vous clôturez pour votre dernier mot. Je l'ai déjà dit au début, c'est le clientélisme entre les amis du président. On parle pas seulement du pouvoir, mais aussi de l'opposition. Oui, il y a aussi de l'opposition. Ce qui fait que la politique congolaise n'arrive pas à marcher et qu'il y a certaines personnes qui se croient maîtres de tout. Maître de tout, comment il n'arrive pas à donner l'opportunité à la jeunesse. Ce qui doit se faire et que moi je crois que c'est la jeunesse qui peut bâtir la RDC. Et c'est la jeunesse peut redresser la RDC. C'est nous jeunes de demain, d'aujourd'hui, que nous serons au pouvoir demain. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passe à la réalité. Et nos pères, nos grands-parents doivent nous donner l'opportunité aussi de travailler aussi. L'opportunité de faire quelque chose pour ces beaux pays. En jetant, je veux dire que notre pays a plusieurs problèmes. Vous devez savoir qu'on n'est pas là pour décourager l'actuel président, mais on est là pour booster l'actuel président
de faire nier. Parce que au début, on croyait à lui. On croyait à lui, mais on n'a pas arrivé à voir ce qu'il peut faire. Mais de ce fait, vous devez connaître que moi, je suis pas de l'IDPS, mais j'aime autant le président actuel. Mais sa gouvernance... Ah, opposition. Non, sa gouvernance, je suis opposant de sa gouvernance. D'accord. C'est différent. D'accord, merci beaucoup. Oli Sélé, dans une minute. La question était déjà posée. Quelle pratique que vous voyez dans la politique actuelle de notre pays? Merci beaucoup. Merci pour la question. D'ailleurs, dans notre politique actuelle, vous comprendrez qu'il y a les résolutions de plusieurs situations. Parce que d'abord, les régimes, l'ex-régime que M. Kabila nous a laissé, il nous avait laissé vraiment dans beaucoup de faillites, dans beaucoup de catastrophes, dans beaucoup de misères. L'ancien président. Bon, on doit le reprocher parce que tout ce qu'on a subi, parce qu'il y a des situations que nous avons subies, que le chef de l'État a trouvé solution, et des petites situations que le chef de l'État prétend maintenant trouver solution, parce que il est en train d'exécuter déjà des petites situations qui sont restées. Il y a d'abord la situation sécuritaire et la situation de l'économie qui pose problème dans notre République. Mais j'espère que tous les moyens sont déjà mis en place afin de trouver solution. Vous comprendrez que le chef de l'État, Excellence Félix Tshisekedi, que j'appelle avec tout respect, et son nouveau gouvernement, ils vont vraiment se mettre au travail afin de trouver solution à des petites situations qui gangrènent notre République. Merci beaucoup. Bovis, je sais que tu parles trop, mais résume tout dans une minute. Vous l'avez trouvé mon nom. Il s'agit de François. Non, François, plutôt. Merci beaucoup. Je crois que vous allez me laisser une minute comme tous les autres. Je dirais la politique congolaise est caractérisée d'abord par l'égoïsme et la haine tribale. Parce qu'il y a de vieux papas qui ont commencé avec le pouvoir. Pour eux, c'est la royauté. Ils ne peuvent pas laisser le pouvoir à la jeunesse. Et pour les autres, lorsqu'il n'est pas aux affaires, c'est donc le problème du Congo, la mégestion, c'est les autres. Donc nous devons d'abord nous aimer et nous devons d'abord savoir que la République, d'abord, c'est la chose de tous. Et donc l'échec de l'un, c'est aussi l'échec de l'autre. L'échec de l'un ne constitue pas la victoire de l'autre. Donc, messieurs les journalistes, je crois que lorsque le chauffeur taxe les prix, il ne s'agit pas du président de la République qui les envoie pour aller taxer du prix. Selon que la personne s'est bien habillée ou mal habillée. Et là, le prix change. Nous devons nous aimer. Nous sommes des Congolais. Aujourd'hui, si c'est le président de la République qui lutte pour chasser ces rebelles de l'Est de la RDC, nous devons tous les soutenir. C'est ça l'unité nationale. Merci. Et c'est ça la victoire. Merci beaucoup. C'est ça le nationalisme. Merci beaucoup, Bovis. Vous avez une minute pour clôturer. Une minute. Bon, quand même, on va essayer de dire ce qui est vrai et ce qui est juste. Il se fait que, vous savez, la politique congolaise est beaucoup plus dominée par les cultes de personnalité. Au Congo, on a un problème. Pour être nommé ministre, être nommé tel dans tel domaine, il faut applaudir pour tel. Ça, c'est lui qui ose faire. Et au contraire, il y a des personnes qui ont de capacités, qui méritent vraiment ces postes. Mais non seulement parce qu'ils ne sont pas dans ces macouilles-là, ils ne peuvent pas s'y retrouver. Il y a un problème de corruption totale dans notre pays. Aujourd'hui, le président de la République a eu à faire face depuis son règne jusqu'à présent. Il fait face avec ça, mais ce n'est pas facile. Ça a pris plus de temps et ça n'aura pas beaucoup de temps pour déboulonner le système qu'il avait dit. Et en fait, je pense que le manque de vision pour le politique congolais, c'est un problème. Le manque de vision pour les Congo, c'est pour les politiques congolais, c'est un problème. Il y a des politiques qui n'ont pas de vision claire pour notre population, mais parce qu'ils sont aux affaires et parce qu'ils ont l'opportunité, ils le font. Mais c'est ce que je vais leur lancer. J'ai dit carrément que une nouvelle génération est en marche. Une nouvelle génération politique est en marche. Une jeunesse qui va mettre des sacrifices, qui va beaucoup plus travailler pour l'intérêt de cette nation et en marche. Et je fais partie de cette équipe. Nous sommes là, on va militer pour l'intérêt du Congo
Merci, merci. Il paraît que vous avez merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'avais quelque chose à dire. Laissez-moi profiter de votre télévision, votre plateau de télévision pour saluer d'abord les téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Je salue à part ça mon père Antoine Okitokonda, maman Marie Wanda, docteur Nganula, Sylvie et grand frère Augustin Odinga. Ce sont mes téléspectateurs et j'appelle les Congolais à l'unité nationale. J'appelle les Congolais à l'unité autour du président de la République pour qu'ensemble nous puissions gagner cette guerre. Merci. C'est par ici que nous mettons au final à cette grande émission. Retrouvons-nous très prochainement. D'ailleurs, c'est les samedis en 8. Ciao.